Est-ce que vous apercevez mon écran actuellement? Oui, effectivement. On Voilà, partage. parfait. Donc, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, donc le thème du webinaire pour ceux qui viennent de nous rejoindre, c'est donc la préparation financière donc de la famille en gros donc pour les études à l'étranger. Donc, on l'a évoqué tout à l'heure, c'est un aspect très important donc à savoir. Donc, cet aspect-là, ce thème-là donc regorge plusieurs sous-points. Donc, on va évoquer tout cela donc tout au long du webinaire. On aura donc une question très importante, c'est comment planifier un plan d'études à l'étranger. Donc, comment on doit planifier notre plan d'études lorsqu'on décide de se rendre dans un pays donc étranger pour poursuivre nos études. On aura également la possibilité de voir étudier à l'étranger, qu'est-ce qui est plus favorable, les écoles publiques ou bien les écoles privées. Donc également, vous aurez donc nos conseils là-dessus ou bien on va vous éclaircir pour que vous puissiez savoir donc à votre niveau ce qui convient à votre projet d'études. Maintenant, également, est-ce que pour étudier à l'étranger, je dois obligatoirement avoir des ressources financières à ma disposition? C'est une question très importante. Et on va également évoquer donc les possibilités donc de bourse. Donc, ce sont les sous-points qui seront donc énoncés tout au long du webinaire. Préparation financière de la famille pour les études à l'étranger. Bon, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, cet aspect est très important parce que pour la plupart d'entre vous, donc ceux qui sont chargés de supporter vos études, ce sont les parents. Donc les parents également doivent être préparés donc financièrement pour pouvoir donc supporter votre projet d'études. Et cette préparation financière des parents passe par plusieurs points. Donc, il y a une préparation minutieuse. Donc, par préparation minutieuse, donc l'on entend le fait que les parents doivent prendre toutes les dispositions nécessaires donc, pour s'assurer que au moment où l'enfant voilà, va dans tel pays pour poursuivre les études, etc. Donc, ils ont les fonds nécessaires, etc., qui pourront permettre donc à l'étudiant de pouvoir poursuivre son parcours scolaire donc dans la quiétude. Maintenant, ça va dépendre également du programme d'études choisi par l'enfant. Donc, ça veut dire si on s'est préparé pour que l'enfant puisse suivre une formation donc de licence, master par exemple, donc qui est l'équivalent à peu près de 5 ans. Donc, ça veut dire qu'on doit s'assurer voilà, on doit s'assurer d'avoir les ressources nécessaires qui nous permettront donc de pouvoir donc assister l'étudiant tout au long de ces 5 années-là. Donc, je vous ai évoqué tout à l'heure le fait que voilà, au fur et à mesure, ça peut peut-être, voilà, les choses peuvent peut-être aller mieux de votre côté, vous pourrez avoir des opportunités, etc. Mais dans un premier temps, les parents doivent être préparés minutieusement dans le but de vous aider donc à vous rendre dans le pays que vous avez choisi pour vos études et suivre le programme donc de manière normale et sans interruption. Voilà, parce qu'il peut arriver des cas où vous arrivez dans ces pays-là, vous commencez à payer la première partie de scolarité, par exemple, mais par défaut de préparation, vous n'êtes pas préparé. Donc, concrètement, vous n'êtes pas préparé donc de manière donc à être très à l'aise, ce qui fait que, par exemple, au moment de payer la deuxième session, vous rencontrez des difficultés de paiement, par exemple, donc vous n'achevez pas l'année académique. Donc ça, c'est un handicap pour vous. Et lorsque vous n'achevez pas donc un parcours académique, vous êtes automatique, vous pouvez perdre votre statut. Donc, ça veut dire que vous pouvez devenir un clandestin, étant donné que votre visa, il est valable pour les études. Ce qui fait que ce qui maintient donc votre séjour de manière légale, ce sont les études. Donc, il faut être constamment donc au niveau donc des études. Excusez-moi, excusez-moi, j'ai un instant. Je pense que je vais exposer le document de façon un peu plus ouverte pour que voilà, de cette manière-là. Voilà, donc après la préparation minutieuse également, donc il y a l'estimation des coûts éducatifs et de vie. Donc j'ai emboîté donc le pas, j'ai évoqué cela même en avance parce que dans la préparation minutieuse, l'estimation des coûts éducatifs et de vie. Donc c'est ça le plus important donc dans la préparation financière des parents. C'est-à-dire le parent qui envisage d'emmener donc son enfant étudier à l'étranger doit avoir des informations concrètes, des informations sûres sur le fait de savoir donc à combien donc équivaut donc les frais de scolarité par an lorsque l'enfant veut étudier en France,
lorsqu'il veut étudier aux États-Unis, au Canada, etc. Donc, savoir en tout cas à combien il faut s'attendre à payer minimum, donc en termes de coûts d'études, pour permettre donc à l'étudiant de pouvoir suivre les cours de manière normale. Donc, en dehors également des études, donc les études, vous allez les payer au niveau de l'université. Donc, ce sont les coûts que vous payez pour pouvoir donc avoir la formation au niveau de l'université. Mais il y a également ce qu'on appelle le coût de vie. Donc, le coût de vie, c'est tout ce qui est logement, par exemple, logement, restauration, assurance médicale et vos petits besoins, que ce soit habillement ou bien sortie entre amis, etc. Donc, si vous allez en France, il faudrait que les parents sachent qu'en France, par exemple, avec ce montant-là, on peut avoir un coût de vie idéal, c'est-à-dire on peut avoir donc un mode de vie, pas forcément le plus grand luxe, mais un mode de vie qui nous permet donc d'avoir un logement décent, pouvoir se nourrir, pouvoir se restaurer correctement, pouvoir également avoir des vêtements et également pouvoir donc avoir peut-être des petits moyens qui nous permettront donc de nous divertir si on veut sortir entre amis, etc. Donc c'est ça en gros le coût de vie. Un peu plus loin dans la présentation, on va évoquer donc à combien il faut s'attendre minimum en termes de coût de vie dans les différents pays avec lesquels on travaille. Donc, l'estimation des coûts d'études, c'est très important et le coût de vie également. Aussi, donc, il y a ce qu'on appelle des frais de procédure. Donc, lorsque vous vous engagez, par exemple, avec, je prends le cas de VCA Group, par exemple, étant donné que actuellement c'est VCA Group qui présente le webinaire, lorsque vous vous engagez avec nous comme structure d'assistance, ça veut dire qu'il faut également s'attendre à ce que vous puissiez payer des frais de service à VCA Group. Donc, étant donné que VCA Group donc, est une institution donc, qui aide les étudiants donc, dans les démarches administratives, etc., comme je l'ai évoqué tout à l'heure, donc l'évaluation, etc., jusqu'à la phase de demande de visa. Donc, il y a des honoraires également qu'il faudra payer à VCA Group. Donc, il faudrait également que vous puissiez donc être au courant donc, de ça. C'est-à-dire, lorsque je m'engage avec VCA Group, combien je dois payer à VCA Group pour que VCA Group puisse m'assister dans les démarches, etc. Ça aussi, on pourra le voir un peu plus loin dans la présentation, mais là, on va essayer d'évoquer un peu voilà, la partie des parents en ce qui concerne leur préparation financière. Mais au-delà même de ce que vous devez payer à VCA Group, il y a également des frais de demande de visa, donc les frais d'immigration ou bien des frais d'inscription universitaire. Donc, tout n'est pas payé pour VCA Group. Donc, il y a des frais que vous allez payer à VCA Group pour des frais de procédure, etc. Mais il y a également des frais que vous allez payer au niveau des universités en ce qui concerne donc par exemple les frais d'inscription universitaire pour que les universités puissent traiter votre dossier, mais également vous allez payer aussi à la fin de la procédure au niveau des ambassades. Donc si vous avez choisi d'aller aux États-Unis, vous allez payer au niveau de l'ambassade des États-Unis, donc des frais de demande de visa. Au niveau de l'ambassade du Canada également, vous allez payer les frais donc de CAQ, les frais de permis d'études et les frais de biométrie. Donc en gros, il faut s'attendre à tous ces frais-là lorsqu'on s'engage donc à pouvoir faire des démarches qui nous permettraient d'aller étudier à l'étranger. Donc, excusez-moi, des recherches de ressources de financement complémentaires. Donc, après avoir donc fait un examen donc de ce qu'ils ont à disposition comme moyens financiers, les parents peuvent se retrouver dans une situation où il leur manque quelque chose donc pour pouvoir finaliser le projet d'étude de l'enfant. Donc, on peut avoir des ressources nécessaires, mais on peut également se dire que voilà, ces ressources nécessaires-là ne sont pas conséquentes et on a besoin de soutien pour pouvoir donc essayer d'ajouter un plus donc à ces ressources-là pour être totalement à l'aise donc dans les fonds qu'on dispose pour pouvoir assister l'étudiant. Donc ça arrive. Maintenant, les parents ont fait ce qu'ils ont pu, ils sont arrivés à un certain montant, etc. Mais ce montant-là ne suffit pas. Il manque quelque chose pour pouvoir donc continuer le projet d'étude de l'enfant. Donc, les parents peuvent, dans cet instant-là, faire, par exemple, des prêts, que ce soit donc au niveau des banques, etc. Faire des prêts également au niveau donc de certains membres de la famille, avoir de l'assistance, etc. de certains membres de famille. Donc, c'est également une possibilité, donc afin de pouvoir assurer le projet d'étude de l'enfant. Mais également à ce niveau-là, il est très important de savoir avec qui les parents vont s'engager.
Donc, nous ne sommes pas seulement présents pour vous donner des informations, mais également, si on peut émettre des conseils par-ci et là, donc ce serait également bénéfique pour vous. Donc, lorsque vous faites des procédures pour étudier à l'étranger également, donc vous pouvez vous retrouver dans des situations, si vous ne faites pas attention, vous pouvez vous retrouver dans des situations où vous êtes mis, voilà, vous êtes dans la pression. Excusez-moi, je pense qu'il y a un micro qui est activé, je vais essayer de le désactiver, excusez-moi. Pourtant, excusez-moi. Voilà, donc je disais que si vos parents donc n'ont plus d'autre choix que de recourir à quelqu'un, par exemple, pour les aider donc à avoir des ressources complémentaires, assurez-vous donc, s'il y a des parents donc présents au niveau du webinaire, et également vous peut-être transmettre l'information aux parents, de s'assurer de prendre les ressources à partir de quelqu'un avec qui on a voilà, de bonnes relations. C'est-à-dire quelqu'un qui va nous assister et qui ne nous mettra pas de pression à un certain niveau. Parce que la pression, elle est très difficile à gérer. Donc, si vous vous engagez avec quelqu'un qui voilà, qui n'a pas trop la patience de pouvoir donc vous assister, etc., le temps donc de vous laisser gérer les choses concrètement, on peut vous mettre à un certain niveau dans une pression, voilà, que vous n'allez pas forcément gérer et ça va être très difficile tout au long de la procédure parce que la personne va peut-être demander donc à avoir les fonds qu'elle vous a prêtés avant la date de remboursement prévue, etc. Donc, il faudrait s'arranger à ce que les parents puissent traiter donc pour vous avec des gens de confiance, des gens avec qui ils ont une certaine affinité, des gens qui pourront donc les supporter au cas où ils rencontraient donc des difficultés tout au long donc de vos procédures. Donc ça, c'était en ce qui concerne donc la préparation donc financière des parents pour les études à l'étranger, mais on n'a pas évoqué les coûts en quelque sorte parce qu'on va les voir tout au long du webinaire. Donc il y a une partie qui est spécialement dédiée à ça. Ici, en gros, ce sont les grands points donc auxquels les parents doivent se préparer. Donc l'estimation de coûts éducatifs et de vie, les frais de procédure également et la recherche des ressources de financement complémentaires donc pour pouvoir finaliser le projet mais tout en s'assurant de pouvoir donc traiter avec des gens voilà, qui ont une certaine compréhension. Excusez-moi. Voilà, donc après également avoir vu la préparation financière des parents, on va voir également les situations à éviter. Parce que dans toute procédure, il y a évidemment des situations auxquelles il ne faudrait pas donc être confronté. Donc, on va les évoquer un à un. Donc, il y a l'absence de soutien financier. Donc, si vous n'avez pas de soutien financier, vraiment, c'est une situation à éviter. Donc, le fait de s'engager dans une procédure d'études à l'étranger, se dire que voilà, vous entamez un projet qui vous permettra donc d'aller étudier dans un pays étranger où vous ne connaissez peut-être personne, il faudrait éviter certaines situations. Donc, parmi ces situations, l'absence de soutien financier. Donc, il faut s'assurer d'avoir quelqu'un qui sera, Voilà. Vous excusez-moi. pouvez appuyer sur le diapo 4 parce que là, on est toujours sur la préparation financière. Excusez-moi. Oui, sur le partage d'écran. Donc, on ne voit pas les situations à la vérité. Ok. C'est bon ici? Oui. OK. Donc, je reprends. Je disais donc les situations évitées. Parmi ces situations, on a l'absence de soutien financier. Donc, il faudrait vous assurer que lorsque vous entamez les démarches, donc afin de pouvoir étudier à l'étranger, d'avoir de la famille. Donc, une famille qui sera, donc, comme je l'ai dit en début de présentation, capable donc de vous garantir les frais de scolarité lorsque vous allez arriver dans le pays choisi, le logement, etc., et la restauration également. Donc ça, il faudra vraiment, vraiment prendre cela en considération. Donc ne pas seulement se lancer dans la procédure. Voilà, parce que vous dites que le plus important, c'est d'arriver dans le pays en question et le reste, on verra sur place. Donc ce n'est pas comme ça que les choses se passent. Pour être honnête avec vous, il faudrait s'assurer donc d'avoir un support. Donc également, donc, si ce n'est pas un membre de la famille également, ça peut être quelqu'un qui décide de vous prendre en charge.
Donc voilà, ça peut être un autre parent, donc ou bien un ami de la famille, par exemple, ou bien parfois même des ONG. Voilà, c'est un exemple simplement, peuvent décider de vous prendre en charge, etc. Parce que voilà, vous avez tel lien avec eux. Donc ça, on va pas rentrer dans les détails. Mais le plus important, c'est que vous avez au final quelqu'un qui sera donc là en tant que soutien financier pour vous aider dans les démarches. Donc l'absence de soutien financier, c'est une situation vraiment à éviter si vous voulez vous engager dans des procédures afin donc d'étudier à l'étranger. Donc, à part ça également, il faut ne compter que sur une bourse ou aide extérieure. Généralement, il y a des étudiants qui, voilà, excusez-moi, il y a un micro qui est activé. Pourtant, je pensais avoir désactivé tous les micros. Excusez-moi. Voilà, ne comptez que sur une bourse ou une aide extérieure. Voilà, parfois il y a des étudiants qui s'engagent dans les démarches d'études à l'étranger, mais qui voilà, se disent que bon, en arrivant au Canada, par exemple, parfois j'entends, voilà, je me suis renseigné et je pense que il y a des bourses qui sont parfois offertes aux étudiants, etc. Donc, je peux simplement faire les démarches qui me permettront donc d'aller au Canada et une fois sur place, donc avec ces bourses-là, je vais pouvoir donc suivre un parcours scolaire donc de manière parfaite. Donc, ce n'est pas comme ça que les choses se passent, étant donné que vous n'êtes pas sûr d'avoir une bourse. Donc, évidemment, le 7 tous, pour avoir des bourses, il y a des conditions donc pour avoir des bourses. Donc, ce qui veut dire que lorsque vous faites des démarches dès le début, vous n'êtes pas sûr d'avoir ces bourses-là. Donc, il ne faut pas compter sur une bourse ou une aide extérieure. Donc, il faut d'abord se dire que voilà, je peux avoir des bourses en arrivant sur place, mais avant de penser aux bourses, j'ai de la famille qui est là dans mon pays d'origine qui pourra donc m'assister au cas où l'option de bourse ne fonctionne pas. Donc, il faut avoir, c'est vrai qu'il faut avoir donc des projections, etc., se dire qu'on peut avoir des opportunités, mais avant de penser opportunités, il faudrait d'abord s'assurer qu'on a vraiment nos arrières qui sont solides, donc de pouvoir nous lorsqu'on va chuter, comme à l'image du dessin qui est là. Donc, si on chute, on a quelque chose sur lequel on va rebondir. Donc, ça veut dire que si l'option de bourse ne passe pas, voilà, pas de souci. J'ai ma famille qui est restée au Gabon, au Mali, etc., en tout cas au pays, et qui pourra m'assister donc dans les difficultés que je rencontre, etc., que ce soit au niveau donc des frais de scolarité ou bien au niveau donc des coûts de vie, etc. Voilà, donc ça, c'était les situations à éviter. Maintenant, on va essayer d'évoquer le second diapo. Donc, je vais également le partager ici un instant. Voilà, ici, vous avez comment planifier donc son plan d'études à l'étranger. Donc, c'est très important. On va évoquer plusieurs aspects ici. Donc, il y a la sélection d'une destination d'études. Donc, si vous voulez planifier, autant pour moi, votre projet d'études à l'étranger, il y a plusieurs aspects qu'il faut prendre en compte. Donc, il y a la sélection d'une destination d'études. Donc, évidemment, lorsque vous décidez de faire, vous avez votre baccalauréat, vous faites des démarches, etc. Certains, même avant le baccalauréat, etc., ont déjà une idée du pays donc, dans lequel ils veulent partir pour pouvoir poursuivre les études. Mais après cela aussi, vous pouvez vous retrouver dans une situation où vous voulez, par exemple, aller au Canada, mais après, vous vous rendez compte qu'au Canada, par exemple, ça ne correspond pas à votre budget. Parce qu'également, il faut rester dans la logique. Donc, ça veut dire si vous avez toujours envie d'aller au Canada ou aux États-Unis, etc., vous pouvez être confronté donc à un problème au niveau donc du budget. Ça veut dire que le Canada, les prix sont tels, les États-Unis, les prix sont tels, etc. Donc, ça ne correspond pas, par exemple, à votre budget. Donc, vous êtes obligé de vous tourner vers une alternative qui correspond à votre budget. Donc, par cela, on entend donc la sélection d'une destination d'études, donc mûrement réfléchie. Donc, il va falloir discuter avec vos proches, etc., poser le pour et le contre pour voir donc la destination d'études qui correspond à votre budget. Donc, la destination d'études où on sait que si vous allez dans ce pays-là, voilà, votre budget correspond parfaitement à ce pays-là, donc vous n'aurez pas de problème au niveau donc du logement ou bien de la scolarité, voilà, tous ces petits problèmes vraiment à éviter, quoi. Et la recherche de programmes académiques appropriés. Donc, ce n'est pas seulement choisir le pays, mais choisir également un programme d'études, c'est-à-dire une formation d'études qu'on veut suivre une fois arrivé donc dans le pays qu'on a choisi.
Bon, généralement, il y a les étudiants sont déjà préparés, savent ce qu'ils veulent faire, mais voilà, il y a une minorité qui n'a toujours pas voilà, une idée de ce qu'ils veulent étudier. Ils se disent par exemple que voilà, le plus important, c'est d'aller, comme je l'ai dit, comme je le répète depuis longtemps, le plus important, c'est d'aller, peu importe la filière que je veux suivre. Donc, ce n'est pas quelque chose à faire. Ce qu'il faut faire, c'est vous asseoir concrètement avec les membres de votre famille, discuter. Voilà, vous savez ce que vous voulez faire. Donc, généralement, quand les étudiants me demandent, donc, lorsqu'ils débutent les procédures, vous me proposez de faire quelle filière? Donc, je réponds à l'étudiant que la formation d'études, ça doit venir de vous, parce que vous ne devez pas laisser quelqu'un vous imposer une formation d'études. Donc, si vous me laissez choisir votre formation d'études, je peux choisir une formation d'études, voilà, peut-être voilà, que moi je trouve simple, mais que vous allez trouver difficile. Donc, vous allez avoir des difficultés à vous en sortir. Donc, lorsque vous faites toutes ces dépenses-là pour aller à l'étranger, pour aller aux États-Unis, par exemple, vous allez dépenser de l'argent. Donc, supposons que moi, je vous dirige vers une formation d'études où vous n'allez pas vous en sortir. Donc, ça veut dire que vous allez dépenser de l'argent et ne pas valider peut-être les crédits donc, que vous devez valider au niveau de l'université. Vous allez vous retrouver donc, dans des situations inconfortables. Donc, ce que je répète toujours aux étudiants, c'est de savoir ce que vous voulez faire et voilà, ne laissez pas quelqu'un vous changer de formation d'études. Maintenant, après, il peut arriver des situations où ce que vous voulez faire, c'est impossible. C'est impossible dans la mesure où il n'y a pas des universités, par exemple, dans tel endroit du Canada, ou bien les conditions d'admissibilité sont très difficiles, etc. Il faut répondre à un certain nombre de critères. Voilà, donc là, peut-être, il faut être un peu plus flexible et trouver des alternatives quant à votre formation d'études. Mais dès le début, en tout cas, il faut avoir un programme d'études bien fixe dans la tête, voilà, qu'on veut suivre lorsqu'on arrive dans ces pays-là. Et ça vous permettra de suivre les démarches en toute quiétude et vous n'aurez pas donc de problème. Même si vous arrivez sur place, vous savez que voilà, je me suis inscrit en mathématiques, je suis un étudiant très bon en mathématiques, donc ça veut dire que peu importe ce que je vais trouver là-bas, ce sont les mathématiques, il suffit de travailler, etc. Et voilà, ça ira. Mais quelqu'un qui n'a jamais fait, par exemple, je vais dire quoi, sciences physiques, un exemple, et qui se retrouve dans une formation où on fait la science physique, c'est vrai, il y a un temps d'adaptation pour tout, mais il y aura énormément de retard par rapport à ceux-là qui sont déjà calés dans ce domaine-là. Donc, ce sont simplement des exemples que j'essaie de donner pour que vous puissiez comprendre là où je vais en venir. Et il y a la compréhension des exigences linguistiques et culturelles. Donc, lorsque vous planifiez votre projet d'études à l'étranger, faudrait savoir que si vous voulez aller dans un pays bien précis, il y a des exigences au niveau de la langue, des exigences aussi au niveau de la culture. Donc, une culture différente de celle de votre pays. Donc, une langue peut être différente de celle de votre pays, mais ce n'est pas à tous les coups. Donc, la culture peut être, oui, ça peut être à tous les coups parce que voilà, on peut se retrouver. La culture, généralement, ça varie d'un pays à un autre. Ça, il n'y a pas de débat là-dessus. Mais au niveau de la langue, quand même, dans certains endroits, vous pouvez donc ne jamais avoir parlé anglais de votre vie. Donc, la langue officielle de votre pays, c'est le français. Donc, vous décidez d'aller aux États-Unis. Il faudrait savoir que il va falloir vous adapter, comme les autres également qui sont sur place, avoir un niveau en anglais qui vous permettra donc de suivre les cours donc de manière concrète. Si vous allez au Canada, donc vous avez la partie francophone du Canada, donc c'est encore plus facile pour vous. Vous avez également la partie anglophone du Canada. Donc ça aussi, il va falloir faire des cours d'anglais afin donc de vous aider donc à avoir le niveau nécessaire qui vous permettra de suivre les cours correctement. Si vous allez en Inde, vous avez la possibilité de suivre les cours donc en anglais également. C'est une possibilité parce que la langue d'enseignement avec les universités avec lesquelles nous travaillons, donc c'est l'anglais. Si vous allez également au niveau de la Turquie, vous avez la possibilité de suivre les cours en turc, donc il va falloir se préparer donc au niveau de la langue, mais vous avez également la possibilité de suivre les cours en anglais. Donc ça aussi, si vous n'êtes pas anglophone, voilà, vous allez devoir savoir qu'il y a ces exigences-là qui seront donc qui vont entrer dans votre plan d'études. Voilà, parmi vous, je sais qu'il y a des anglophones, des gens qui se débrouillent pas mal en anglais, donc peut-être pour vous, c'est un peu plus facile. Voilà, il y a l'évaluation des coûts associés. Donc, les coûts associés, ça revient un peu donc à ce qu'on a évoqué tout à l'heure là, donc en ce qui concerne les coûts au niveau donc du logement, de la restauration, etc. Mais aussi dans une université, vous pouvez également être orienté au niveau donc des coûts des matériaux éducatifs. Donc, si vous débutez les cours au niveau donc d'une formation bien précise,
il y aura peut-être le matériel adéquat qu'il faudra avoir donc pour pouvoir donc suivre les cours correctement, etc. Donc ces cours-là également, certaines universités les évoquent donc lorsqu'on fait la préinscription au niveau de leur école. Donc l'étudiant a une idée donc de ce qu'il faut payer, etc. Donc il faut également dresser un planning de suivi de sa procédure d'admission et de visa. Ça, c'est très important. Donc, si vous avez choisi d'aller au Canada en septembre 2024, par exemple, il ne faudrait pas attendre d'arriver en août 2024 pour envisager entamer les démarches. Donc, il faudrait avoir un planning de suivi donc, depuis bien longtemps. Ça veut dire, si vous décidez d'aller en septembre, il ne faudrait pas venir 2 semaines avant septembre et se dire que vous allez avoir une admission universitaire et faire la demande de visa. Donc ça relève de l'impossible en fait, parce que vous n'êtes pas les seuls étudiants internationaux. Ce qui fait que les universités ont un temps de traitement et reçoivent énormément de demandes. Ce qui fait que si vous voulez débuter les procédures, ce qu'on recommande le plus aux étudiants, c'est que si vous avez les informations, donc ça, c'est très important, il faut suivre. Si vous avez les informations, vous avez discuté avec vos parents et vos parents ont donné leur accord, vraiment, il ne faudrait pas traîner à débuter vos démarches pour vous préparer pour la rentrée prochaine. Parce que ça vous évitera beaucoup de soucis. Donc ça vous évitera, dans un premier temps, de rater la rentrée prévue. Parce que vous pouvez arriver à un moment donné et l'école vous dit que actuellement, nous ne traitons plus les demandes pour le mois de septembre, par exemple. Donc, il va falloir attendre la session de janvier ou la session de septembre prochain. Et ça peut être frustrant pour vous parce que vous aviez déjà un projet d'étude. Donc, si vous êtes averti, vous savez que la rentrée, c'est septembre, il faudrait vous arranger à ce que vous puissiez débuter les procédures bien avant septembre. Les candidats également, il y a des candidats actuellement qui sont en train de faire des démarches pour aller au Canada en septembre 2024 et qui ont déjà donc des admissions. Ils sont en train de faire des demandes de visa. Donc, je pense qu'il n'y a rien de plus à l'aise que ça. Ça veut dire qu'actuellement, vous êtes peut-être à 10 mois ou 10 mois de septembre, mais vous avez déjà une admission universitaire. Vous savez que l'étape qui vous reste actuellement, c'est simplement la phase de demande de visa. Ça veut dire même si ça prend un mois au niveau de l'ambassade pour qu'on traite mon dossier, je serai forcément dans les temps avec ma date de rentrée académique. Donc ça, c'est très important. Il faut dresser un planning de suivi de la procédure d'admission. Et pourquoi c'est accompagné avec le visa? Parce que plus vous avez la lettre d'admission le plus rapidement possible, donc plus vous commencez déjà la phase en ce qui concerne la demande de visa. Donc, supposons les étudiants qui doivent aller en septembre 2024 et qui ont déjà une admission au mois de décembre, ça veut dire que là, actuellement, ils ont déjà entamé la phase de demande de visa. Donc là, ils seront obligatoirement dans les temps. Peu importe le temps que ça va prendre au niveau de l'ambassade. Donc, généralement, le temps de réponse au niveau de l'ambassade, ça dépend vraiment des périodes, mais le minimum, c'est un mois, donc, pour les réponses, le minimum. Après, ça varie en fonction de votre dossier et également en fonction des demandes. Mais le minimum, c'est un mois. Ça veut dire celui-là qui vient en août, on ne peut pas lui garantir qu'il aura déjà l'admission. Et même s'il a l'admission, on ne peut pas lui garantir qu'il aura la réponse des services d'immigration à temps pour pouvoir donc entamer les démarches. Donc, les deux points à retenir ici sur le planning de suivi de procédure, c'est que si j'ai les informations étaient transmises, j'ai posé les questions, j'ai eu les bonnes informations et les parents ont été mis au courant et ils sont d'accord, vraiment, il n'y a pas de quoi traîner pour pouvoir démarrer les procédures. Également, dans la planification, il y a la préparation de son voyage et l'accueil à l'université. Donc, également, si vous avez l'admission universitaire, il ne faudrait pas aussi prendre tout votre temps, lorsque vous avez le visa, autant pour moi, il ne faudrait pas également prendre tout votre temps pour vous rendre au niveau donc, du pays que vous avez choisi pour pouvoir entamer les cours. Parce qu'au niveau de la demande d'admission, de la lettre d'admission, vous avez la date, excusez-moi, de début de cours qui est mentionnée. Donc, ça veut dire que l'école s'attend à ce que vous soyez là à cette date bien précise. Donc, supposons que votre rentrée est prévue pour le 24 septembre 2024. Donc, ça veut dire que l'école vous dit, par exemple, qu'au plus tard, le 30 septembre, vous devez être là. Mais vous vous dites que, bon, je vais attendre d'abord de passer les fêtes de décembre dans mon pays et ensuite me rendre au niveau de l'université. Donc, ça ne se passe pas comme ça. Donc, vous avez déjà une date de rentrée qui est fixée au niveau de votre lettre d'admission. Vous avez le visa. Il n'y a vraiment pas de temps à perdre. Voilà, faites le nécessaire au niveau voilà, de prise de billets d'avion, etc. et tout ça. Et rendez-vous direct dans le pays que vous avez choisi afin donc de débuter vos cours le plus rapidement possible. Et pour l'accueil au niveau de l'université, donc il y a ce qu'on appelle il y a une assistance. Donc, il y a ce qu'on appelle des conseillers éducatifs.
Donc, les conseillers éducatifs ont pour mission de pouvoir donc aider donc la tranche d'étudiants internationaux, donc d'étudiants internationaux autant pour moi, donc de les aider lorsqu'ils arrivent sur place, afin donc de pouvoir les adapter rapidement donc au programme d'études, etc. Et parfois même donc au mode de vie, donc parce qu'ils vont vous aider dans les démarches administratives, vous accueillir au niveau même de l'aéroport, etc., vous mettre à l'aise et tout pour que vous puissiez être au même titre que les autres, donc totalement dans le bain pour que vous ne rencontriez pas donc de soucis, pour pouvoir donc vous adapter rapidement dans le pays. Donc en gros, vous ne serez pas dépaysé parce que vous aurez une assistance sur ce point-là. Voilà, donc ça, c'était les points en ce qui concerne donc la planification donc des études à l'étranger. Je vais passer au second diapo. Je vais également le partager avec vous un instant. Voilà, ici nous avons donc les ressources universitaires à l'étranger. Donc, j'ai évoqué tout à l'heure donc ces ressources-là et on va voir donc les sous-points qui sont assortis donc à ces ressources-là et on va pouvoir en discuter. Voilà, donc il y a un soutien académique. Donc, lorsque vous arrivez au niveau des universités, je vous ai dit précédemment qu'il y a un service d'accueil d'étudiants internationaux et tout ça, mais au sein même de l'université, il y a un soutien académique. Ça veut dire que tout est mis, en tout cas, en place pour que vous ne soyez pas dépaysés. Pourquoi? Bon, je vais évoquer d'abord un cas. Des étudiants nous viennent par exemple et ont peur de s'engager pour aller dans tel pays parce que voilà, ils se disent que, je prends un exemple d'un pays au hasard. Je suis du Cameroun, donc je veux aller au Canada, mais je ne sais pas si au Canada il y a aussi des Camerounais. Est-ce que je pourrais m'en sortir facilement? Est-ce que ce sera difficile pour moi? Donc j'ai peur. Voilà, le projet d'étude me fait peur, etc. Donc voilà, ça, déjà, la communauté donc étrangère dans ces pays-là est forte. Donc il y a de fortes probabilités que vous puissiez trouver des gens qui sont issus du même pays que vous. Et même si ce n'est pas le cas, vous avez la possibilité d'être accueilli par les membres donc de l'administration qui vont vous aider. Quoi de mieux que d'être accueilli par les membres de l'administration qui vont vous aider donc dans l'intégration. Donc en parlant d'intégration, vous avez également des coopératives. Donc vous pourrez avoir des gens qui sont du même pays que vous, qui ont créé donc une coopérative. Donc, comme on crée au lycée, par exemple, la coopérative des étudiants camerounais, par exemple, de l'université de Laval, par exemple. Voilà, donc là, on se regroupe on forme une communauté, donc dans un autre pays. Voilà, on se regroupe, etc. Donc, on décide que les étudiants qui viendront au niveau de l'université de Laval et qui sont d'un pays X, etc., pourront rejoindre la coopérative. Donc, on pourra les aider à s'adapter. Donc, nous sommes là depuis, nous avons de l'expérience, donc on pourra les aider à s'adapter le plus rapidement possible dans le pays, etc., pour qu'ils ne soient pas dépaysés. Donc, ça aussi, dans ces coopératives-là aussi, il n'y a pas que le soutien moral. Quelquefois, il peut y avoir un soutien financier parce que voilà, en tant que personne raisonnable, on peut, n'est-ce pas, créer une caisse et se dire que voilà, les étudiants camerounais sont parfois confrontés à de tels soucis lorsqu'ils arrivent ici. Donc, si entre nous, nous mettons en place une caisse, etc., donc lorsque l'un de nous est confronté à un problème, on pourra donc l'aider à s'en sortir, etc. Et vous aussi, lorsque vous allez être aidé, vous allez forcément aussi tomber sur le cas de quelqu'un qui se trouve dans la même situation dans laquelle vous vous êtes trouvé. Donc, lui aussi va bénéficier d'une aide. Donc, c'est simplement de l'aide, il faut se mettre ensemble, etc., pour pouvoir donc s'aider. Voilà, ce genre d'initiative existe dans ces pays-là. Donc, il n'y a pas vraiment de quoi être dépaysé lorsque vous arrivez dans ces pays-là. Donc, il y a le soutien financier. Au niveau aussi des universités, il y a un conseil financier, il y a la facilité de paiement. Donc, on vous conseille, donc, par rapport à vos finances, on vous donne les bons conseils pour que vous ne puissiez pas, entre parenthèses, dilapider votre argent, donc, ou bien mettre votre argent dans les choses qui n'ont pas forcément d'importance. Voilà, il y a des choses prioritaires. Donc, votre argent doit être conservé. Donc, il faut vous donner des bons conseils pour que vous puissiez donc savoir où mettre votre argent pour que vous ne vous retrouvez pas donc dans des situations inconfortables. Il y a aussi la facilité de paiement. Au niveau des universités, la plupart du temps, vous n'êtes pas... Bon, et c'est vrai qu'il y a des universités qui vous demanderont, par exemple, lorsque vous arrivez, vous avez la lettre d'acceptation universitaire depuis votre pays, vous allez avoir un contact direct avec l'école. Donc, nous, VCA Group, on va vous aider à avoir l'admission. Mais par exemple, à un certain niveau, vous aurez un contact direct avec l'école parce que l'école vous dira, par exemple, d'envoyer un certain montant, voilà, pour avoir la lettre d'acceptation. Donc, ça s'appelle un dépôt. Donc, ce n'est pas quelque chose de nouveau, ça existe depuis longtemps. Il y a des universités comme ça, c'est-à-dire que vous versez
une somme partielle à l'école, l'école vous enverra la lettre d'acceptation officielle qui vous permettra de faire la demande de visa. Et lorsque vous allez arriver dans ce pays-là, vous allez simplement compléter les frais de scolarité. Et si vous avez un refus de visa, par exemple, je ne le souhaite à personne parmi vous, l'école va simplement vous renvoyer le montant que vous avez transféré donc en guise donc de première partie de scolarité. Donc, ce sont des cas qui arrivent. Mais en parlant de facilité de paiement, je veux faire ressortir le fait que la plupart des universités avec lesquelles nous, VCA Group, nous travaillons, sauf peut-être le cas des universités privées en France, parce que là-bas, c'est une exception quand même à la règle. Là-bas, obligatoirement, vous allez devoir verser un montant avant de vous y rendre, donc au niveau des universités françaises. Mais au niveau du Canada, des États-Unis, de la Turquie et de l'Inde, on peut se retrouver dans des situations où l'étudiant, les frais de scolarité qu'il va payer, c'est lorsque vous arrivez sur place. Donc, lorsque vous arrivez aux États-Unis, vous allez payer les frais de scolarité et par facilité de paiement, on comprend que l'étudiant n'est pas obligé de payer en une seule fois. Ça veut dire vous arrivez aux États-Unis, donc aujourd'hui, vous payez les frais de scolarité demain. Donc, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Donc, voilà, vous avez la possibilité de payer par session, par semestre, des trucs comme ça. Voilà, pour vous permettre donc de ne pas être surchargé ou bien de ne pas être confronté à des situations donc, qui ne vous conviendraient pas. Vous avez également le soutien, excusez-moi, je vais décaler ceci. Voilà, ça, on l'a déjà évoqué. Je pense que j'ai déjà anticipé sur ça. Le soutien personnel, donc l'assistance linguistique et également les clubs d'étudiants donc qu'il peut y avoir au niveau donc des universités pour aider donc les étudiants à s'adapter le plus rapidement possible donc au niveau donc de ces institutions-là. Donc on va passer certainement au second diapo. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Je pense que la phase des questions n'est plus trop loin. Donc si vous avez des questions, vous avez la barre de discussion tout au bas. Donc, vous pourrez poser vos questions. On pourra donc répondre donc à vos questions. Donc, le document qui suit, c'est école privée ou publique à l'étranger. Donc, ça aussi, c'est une très bonne question. Donc, je décide d'aller étudier à l'étranger. Est-ce que je dois intégrer des universités publiques ou est-ce que je dois intégrer des universités privées? Et aussi, qu'est-ce que je dois comprendre par la notion d'établissement public dans ces pays-là et qu'est-ce que je dois comprendre par la notion d'établissements privés dans ces pays-là. Est-ce que c'est pareil que ce que j'ai dans mon pays? C'est ce qu'on va voir. Donc, le fait de choisir un établissement public ou privé, donc vous pouvez avoir des avantages. Donc, des avantages qui ne veulent pas forcément dire qu'au niveau de l'autre établissement, voilà, il n'y a rien qui ressemble à cela ou bien c'est rabaisser l'autre établissement. Non. Voilà, mais il y a des choses qu'un établissement peut avoir de plus qu'un autre. Donc, sans pour autant enlever la qualité de l'autre établissement. Ou bien voilà, on va dire quoi, la qualité d'enseignement, etc. de l'autre établissement. Donc, il y a la possibilité donc d'avoir des programmes spécifiques. Donc, il y a des écoles privées, par exemple, qui peuvent vous dispenser une filière qu'on ne peut peut-être pas trouver dans une université publique. Bon, le plus souvent, c'est l'inverse. Vous pouvez trouver une formation dans une université publique que vous ne pouvez pas trouver dans une université privée. C'est le cas, par exemple, de ceux qui veulent aller faire des études en France. Donc, nous ne disons pas que, voilà, il n'y a pas d'université privée en France qui enseigne le droit, mais ce qui est reconnu comme étant donc l'excellence, la qualité en termes d'études de droit, par exemple, ou de médecine en France, c'est par exemple les universités publiques. Voilà, donc ça veut dire que vous pouvez avoir un programme spécifique donc, qui se trouve dans une université publique ou un programme spécifique que l'on ne retrouve que dans une université privée. Donc c'est ça donc voilà qui peut vous emmener à choisir soit une université publique ou bien une université privée. Maintenant aussi, il y a les préférences académiques aussi. Donc, vous pouvez être du genre à vouloir suivre une formation licence master. Donc, 3 ans ou 4 ans en licence, ensuite 2 ans de master. Donc, vous estimez que c'est le parcours académique qui sied donc à votre projet d'études licence, master, doctorat, etc. Ça, personne ne va vous en tenir rigueur. C'est tout à fait normal. Mais également, il y a d'autres qui ne veulent pas forcément suivre un programme de cette durée-là, par exemple, parce que peut-être c'est trop loin pour eux et les ressources sont limitées. Donc, il va falloir essayer de trouver un moyen qui va me permettre donc d'avoir un diplôme le plus rapidement possible et être prêt donc pour le marché du travail, etc., afin donc de pouvoir débuter donc à travailler et pouvoir donc bénéficier donc des fruits de ce que mes parents ont investi depuis longtemps. Donc, vous
pouvez trouver donc des préférences académiques au niveau donc des universités ou bien d'autres qui ont des préférences académiques au niveau de ce qu'on appelle donc des collèges aux États-Unis. Donc les collèges, ce sont des écoles donc privées où vous pouvez avoir des formations à courte durée. Donc généralement aux États-Unis, par exemple, c'est 2 ans de formation. Donc c'est un peu à l'image de ce qu'on a dans nos pays là, comme des écoles de formation. Vous y allez, vous faites 2 ans, vous avez un diplôme et après les 2 ans, vous pouvez donc débuter, donc voilà, entrer dans le monde du travail ou bien simplement permuter si vous voulez encore aller à l'université, c'est une possibilité ou bien arrêter simplement. Et au Canada, c'est ce qu'on appelle les cégep. Donc vous avez la possibilité de faire 1 année de formation ou bien 2 ans de formation et après les 2 ans, arrêtez vos cours. Donc ça dépend de vous. Donc les goûts et les couleurs ne se mélangent pas comme on dit. Donc chacun connaît les ressources financières qu'il a à disposition et le programme d'études qu'il veut suivre. Le programme d'études nécessite tant d'années, donc il en est conscient. Donc, personne ne pourra vous en tenir rigueur. Donc, c'est ça qui peut vous emmener à choisir les universités publiques ou bien les universités privées. Donc, il y a aussi, en termes d'installation, il y a aussi les installations universitaires les installations universitaires de qualité. Donc, généralement, vous pouvez avoir donc une université publique. Le plus souvent, les universités publiques sont subventionnées par l'État. Donc, sans pour autant enlever aussi, donc, on va dire quoi, les compétences qu'on peut retrouver au niveau des universités privées, mais vous pouvez trouver au niveau des universités publiques des installations, voilà, qui sont très énormes, etc. Si c'est à l'image donc des universités publiques que vous avez dans vos pays. Si vous regardez, il y a des choses que les universités privées ont plus que ces universités publiques-là, mais également parfois en termes d'installation là où on retrouve les installations les plus complètes, etc. et tout ça, ou bien les plus larges, et voilà, les plus vastes, c'est au niveau donc des universités publiques aussi, mais sans pour autant enlever donc l'équivalent de ces installations-là aussi aux universités privées, parce que même si ça n'a pas la même largesse, même si ça n'a pas le même étendue, vous pouvez trouver également ces installations-là au niveau donc des universités privées. Maintenant, il y a aussi un aspect très, très important c'est que lorsque vous décidez d'aller dans une université publique, donc on a évoqué ce qu'on peut retrouver donc de différent au niveau des universités publiques et universités privées, mais aussi au niveau des universités publiques, faut vous rendre compte que si vous allez dans une université publique, le plus souvent ce qui est là, ce sont des amphithéâtres. Donc, vous êtes nombreux au niveau donc, des universités. Ce qui fait que, étant donné que vous êtes des milliers d'étudiants, donc, les professeurs n'auront pas forcément la même attention qu'un professeur qui enseigne dans une université privée, par exemple. Donc, au niveau des universités privées, vous êtes donc très réduit, donc vous êtes peu, donc ça dépend vraiment voilà, de la manière dont ils ont classifié les salles, etc. Et voilà, à combien d'étudiants peuvent contenir dans une salle, etc. Ça dépend vraiment, mais le plus souvent dans les universités privées, tellement que vous êtes donc réduit, etc., il y a la possibilité pour ces professeurs-là de prendre donc les nouvelles de chacun d'entre vous. C'est-à-dire de savoir que X a tel problème, etc., à ce niveau-là, Y a tel problème, etc. Donc, vous avez vraiment un suivi très, très, très rapproché du fait que, voilà, vous n'êtes pas nombreux au niveau de l'école, de la salle, etc. Donc, voilà, ça va de soi pour la compréhension, pour ceux qui ont du mal à comprendre, etc. Donc, il y a des gens qui peuvent se retrouver dans un amphithéâtre, mais voilà, les autres suivent, mais à leur niveau, c'est un peu difficile parce qu'ils ont du mal à s'en sortir lorsqu'ils n'ont pas une attention particulière. Donc, vraiment, faudrait jauger, vous jaugez vous-même, vous voyez, est-ce que je suis du genre voilà, est-ce que je suis du genre débrouillard, est-ce que je peux m'en sortir sans, par exemple, l'attention d'un professeur, l'attention particulière d'un professeur, est-ce que j'ai l'habitude de m'en sortir dans les amphithéâtres, etc. Tout ça, excusez-moi, ça fait partie de la préparation, ça vous permettra de savoir quel genre d'établissement est adapté donc à votre projet d'études. Donc, il y a aussi l'immersion culturelle. Donc ça, au niveau des universités privées ou publiques, ça existe toujours. Donc vous allez trouver des étudiants qui sont issus de différents pays, donc qui ne sont pas issus seulement du pays d'origine, donc de l'université, pas seulement canadien. Il y a des Indiens,
Il y a voilà, il y a des Africains en général, il y a des Asiatiques, voilà, il y a des Européens, voilà, c'est une diversité culturelle. Voilà, donc ça également, ça peut être quelque chose de très favorable pour l'étudiant, comme on l'a dit, qui arrive et qui n'a pas de repères dans ces établissements-là. Et il y a la différence des coûts. C'est très important aussi à noter. Donc, évidemment, lorsqu'on évoque université publique et université privée, donc il y a des coûts qui diffèrent. Donc, ça revient à ce que je disais tout à l'heure. Qu'est-ce que je dois entendre par public et qu'est-ce que je dois entendre par privé? Donc, comprenez que la notion de public et privé, ce n'est pas forcément ce qu'on a l'habitude d'entendre dans nos pays d'origine. Dans nos pays, généralement, lorsqu'on entend université publique, ça veut dire université la moins chère ou bien là où les frais de scolarité sont gratuits. Mais là, vous allez au Canada ou aux États-Unis, on vous dit université publique, il ne faudrait pas vous attendre à tous les coups à ce que ce soit une université où on ne paye rien. Non. Si on ne paye rien, c'est ceux qui doivent ne rien payer sont les étudiants issus de ces pays-là. Donc, vous venez de l'étranger, vous êtes un étudiant international. Donc, quand vous arrivez, vous n'êtes pas donc pris pour un étudiant donc, qui est de nationalité américaine, etc., ou bien qui réside aux États-Unis depuis qu'il est enfant et tout ça. Donc, ça veut dire que la notion de public, en réalité, n'a pas trop d'impact sur vous. Donc, public du fait que voilà, c'est peut-être subventionné par l'État ou bien dispose de certains avantages, etc., étatiques, mais au niveau des coûts de scolarité en tant qu'étudiant international, je ne dois pas m'attendre à ce que les coûts soit très, 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 très réduit parce que voilà, je suis dans une université publique. Donc, ce n'est pas la même chose. Donc, si c'était public, si public voulait dire simplement, voilà, gratuit ou bien à des coûts très, très, très bas, je pense que les plus, donc, excusez-moi, voilà, les plus aptes à recevoir donc ces réductions-là auraient été donc les étudiants issus donc de ces pays-là. Maintenant, en termes de collège ou bien d'université, qu'est-ce que je dois choisir donc en termes de cours, qu'est-ce qui convient à mon budget? Ça aussi, ça dépend de chacun d'entre vous. Je pense que le webinaire dernier qu'on a eu au niveau de VCA Group, c'est ce qu'on a évoqué, c'est-à-dire entre universités publiques ou privées, qu'est-ce que je dois choisir? Donc, généralement, au niveau des universités, aux États-Unis, par exemple, dans les collèges, faudrait s'attendre à payer minimum en termes de coûts de scolarité, donc 7 500 $. Donc, ça, on va le voir tout en bas, donc ne vous inquiétez pas, les montants, on va les voir. Mais généralement, donc, ce qu'il y a de plus moins cher, c'est au niveau donc, des collèges. Donc, c'est moins cher parfois. Et aussi, donc, ça dépend. Excusez-moi, il y a quelqu'un qui est en train de voilà, donc c'est moins cher parfois et aussi donc ça dépend du programme. Donc c'est vraiment relatif, mais on va voir en tout cas à combien on peut être situé en termes de coût de scolarité parce que votre programme sera déterminant. Donc vous imaginez quelqu'un qui suit une formation de marketing, licence 1 ne va pas payer la même somme que quelqu'un qui suit une formation de marketing en master. Quelqu'un qui suit donc une formation en marketing ne paiera pas la même somme que quelqu'un qui suit une formation en aéronautique, par exemple, ou en aérospatial, par exemple. Ce sont des choses qui font que les frais de scolarité diffèrent en fonction de l'école où vous vous trouvez. Donc ça, c'était en ce qui concerne les écoles privées ou publiques. Donc si vous avez des questions, mettez-les au niveau du chat. Je pense que là, si je ne me trompe pas, le diapo prochain, c'est la phase des questions. Donc on va essayer d'y revenir un instant. Non, nous ne sommes pas encore arrivés à la phase de questions. Donc là, nous sommes arrivés à un aspect qui intéresse beaucoup les étudiants. Donc les étudiants posent énormément de questions sur ça. Comment faire pour travailler à l'étranger après les études? Donc ça, voilà, c'est un point qui intéresse beaucoup les étudiants. Voilà, les étudiants sont dans une logique où voilà, ils se projettent, c'est-à-dire, voilà, ils prévoient peut-être après les études au Canada, aux États-Unis, de pouvoir s'y installer, voilà, de pouvoir travailler, etc., voilà, et mettre leurs compétences au service donc du pays qui les a formés. Maintenant, il y a plusieurs aspects à comprendre au niveau du travail à l'étranger après les études. Premièrement, il y a l'obtention d'un visa de travail. Donc, c'est ce qu'on appelle permis de travail, donc, qui va aboutir au changement de statut. Donc, lorsque vous y allez, vous avez un visa étudiant.
Donc, lorsque vous avez le visa étudiant, bien sûr que vous pouvez travailler, mais vous travaillez à des heures réduites. Donc, les heures de travail sont contrôlées. Donc, vous ne pourrez pas déborder les heures qui sont donc fixées par les services d'immigration. Il faut respecter cela. Mais lorsque vous terminez les études, etc., évidemment, ça va changer. Donc, vous n'aurez plus un visa étudiant parce que le visa étudiant, comme je vous l'ai dit en début, si vous vous rappelez, n'est valable que pour le temps des études. Donc, il va de soi que si vous avez un visa qui vous permet de suivre donc une formation de 5 ans, après les 5 ans achevés, donc vous n'avez plus donc un visa qui est valable. Donc, ça veut dire que si vous comptez travailler, il faudrait changer de statut en obtenant ce qu'on appelle donc un visa de travail. Donc, après, comment obtenir un visa de travail? Il faudra, c'est ce qui amène au second point, se renseigner sur les politiques d'immigration. C'est-à-dire, je suis au Canada, je dois prendre des renseignements au niveau du Canada, etc. Lorsque les étudiants arrivent, voilà, il faut faire ça, ça et ça, ça, il faut suivre telle démarche pour nous permettre donc de pouvoir être, voilà, de travailler légalement. Parce qu'il y a deux choses. Il y a travailler de manière légale et à travailler entre guillemets dans le noir. Donc, je pense que le choix, il est vite fait. Le plus approprié, c'est de travailler de manière légale, donc vous n'aurez pas de contraintes. Maintenant, pour travailler de manière légale, il faut se renseigner sur les politiques d'immigration. Je suis en France, je suis au Canada, je suis aux États-Unis. Comment ça se passe donc pour le travail? Comment, en tant que voilà, nouveau diplômé, fraîchement diplômé, comment je peux faire donc pour pouvoir donc travailler sans être inquiété au niveau du Canada? Donc ça, il faudra se renseigner sur les politiques d'immigration. Également, il faut développer son réseau professionnel et chercher des opportunités. Donc, ça veut dire que si vous arrivez au niveau donc, du Canada, vous avez fait 5 ans, vous avez fait 4 ans au Canada, etc., vous arrivez à un niveau où vous avez développé des relations. Donc, vous avez beaucoup de relations, etc. Vous avez peut-être fait des stages dans les entreprises, vous avez peut-être travaillé lorsque vous étiez étudiant dans telle entreprise, etc. Vous avez donc là un bagage en termes de réseau professionnel. Donc, maintenant, à vous de développer cela, donc de pouvoir chercher des entreprises qui pourront donc vous aider donc à vous intégrer définitivement dans le monde du travail, donc afin que vous puissiez donc travailler de manière légale et pouvoir donc vivre donc en pleine quiétude au niveau donc du pays où vous avez donc passé toutes vos années de formation. Donc, comment faire pour travailler à l'étranger après les études? C'est possible, mais il faudra donc avoir un visa de travail, une permission de travailler. Et comment je dois avoir cela? Je dois me renseigner sur les politiques d'immigration. Une fois que les politiques d'immigration, donc, je les ai bien maîtrisées, je dois développer mon réseau professionnel, chercher donc de nouvelles opportunités afin donc de mettre mes compétences donc au service d'une entreprise qui acceptera donc de me recruter. Donc, nous allons passer donc au second slide. Voilà, le second slide, c'est bien ce que je pensais. C'est la phase donc des questions. Donc, Monsieur Gay, vous avez la main donc au niveau donc des questions. Si vous avez, euh, attendez le micro, je vous donne la main pour le micro. Je pense qu'il y a pas mal de questions, donc vous pourrez donc répondre à ces questions-là avant que l'on puisse continuer donc pour terminer la présentation. Donc, vous avez le micro actuellement. D'accord. Donc, rebonjour à tout le monde. Donc, bonsoir. Cela dépendra de votre localisation. Donc, je vois sur la barre de chat pas mal de questions. Donc, on va checker donc, un à un, essayer de donner des réponses appropriées. Donc, il y a des personnes qui demandent les coûts des études. Donc, on va y revenir tout à l'heure. Donc, il y a M. Diawari qui va parler tout à l'heure des coûts des études, donc aux États-Unis, France, Canada et Turquie. Donc, et on va y revenir. Donc, les différentes écoles au Canada, il y a pas mal d'écoles au Canada. On peut en noter une centaine d'écoles, donc d'universités, de collèges, que ce soit au Canada, États-Unis, France, entre autres. Donc, on peut pas donner tous ces noms. Cela risquera quand même de nous, voilà, de faire écouler le temps qui a été imparti. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, on va revenir sur les coûts, donc les écoles les moins chères, donc les coûts minimums. Donc, il y a une personne, Hissène Hassan, qui demandait s'il pouvait
poser une question en arabe. Donc, il peut le faire en anglais ou en français. Donc, on se chargera de vous répondre. Donc, Monsieur Jim, donc je vois que vous avez des questions. Donc, n'hésitez pas. Donc, il y a votre fille qui a déjà le CAQ. N'hésitez pas de nous contacter sur WhatsApp. Donc, un des agents se fera le plaisir de vous répondre et de vous donner toutes les réponses. Donc, où se trouve notre agence? Donc, nous nous trouvons à Yoff, donc cité Djily Mbaye, donc à côté des cimetières de Djamalai. Donc, arrivez là-bas, vous pouvez nous contacter. Un de nos agents vous guidera jusqu'à ce que vous soyez sur place. Ok, bonjour. Vous, c'est possible, donc, est-ce que c'est possible de faire le permis d'études pour une personne? Effectivement, Dungus Abisso Youssouf. Effectivement, si vous avez déjà une acceptation donc, et que vous n'allez pas au Québec, c'est possible de vous assister pour le permis d'études. Si vous allez au Québec, de même aussi, c'est possible de vous assister sur le CAQ pour ensuite aller vers la phase de permis d'études et biométrie. Donc, Mbaye Nying, donc, quelle est la date limite pour étudier au Canada? Il n'y a pas de date limite, mais il faut savoir, comme l'a dit M. Diawara tout à l'heure, il faut avoir un planning bien défini. Donc, démarrer le plus tôt possible, c'est la procédure pour être dans les limites d'avoir la lettre d'admission et d'entamer la phase de visa, bien sûr, si c'est pour les États-Unis, ou d'entamer la phase de permis d'études si c'est pour le Canada ou la France, entre autres. Donc, le nombre de cours par cycle, donc ça sera défini par l'école. Jires Mbemba, étant donné que l'école peut définir que vous avez besoin de cours d'appoint en maths ou en chimie, physique, cela dépendra de l'école. S'ils ont en face votre bulletin, ils se diront que cette personne doit faire des cours d'appoint d'abord avant d'être admise dans tel programme. Donc, ça sera choisi par l'établissement, pas par le candidat. Donc, Cosinus qui demande la liste des universités. Donc, je ne pense pas qu'on puisse donner tous les noms. Donc, il y a pas mal d'universités avec lesquelles on travaille. Bon. Si vous avez des préoccupations, vous pouvez nous joindre sur WhatsApp. Donc, depuis que le webinaire a débuté, donc il y a des messages donc, de mes collègues quand même, qui vous assistent et qui donnent aussi le numéro à contacter, le numéro WhatsApp, bien sûr. D'accord. Comment trouver les bourses d'études fiables et financées, Dembélé. Donc, comme l'a dit tout à l'heure mon collègue M. Diarra, il ne faut pas se baser sur des bourses d'études. Il faut être prêt d'abord financièrement. Donc, une fois sur place, si vous avez la possibilité d'avoir donc une bourse, voilà, ça va de soi. Donc, ça sera quand même un bonus pour vous. Ouais. Pour aller faire vos études, donc, on ne se base pas sur des bourses. Donc, l'ambassade même a, donc, a besoin de savoir que telle personne ou telle personne est prête d'abord financièrement avant de s'attendre à avoir des bourses. Donc, homme fidèle, ma question est la suivante. Comment faire la demande pour une université au Canada en informatique? Donc, c'est simple. Vous contactez VCRO. On va vous assister à le faire. Maintenant, il faudra prendre en compte que ce n'est pas parce que vous voulez faire l'informatique que vous êtes éligible à faire l'informatique. Donc, il faut noter, comme je l'avais dit tout à l'heure, nous, on est en charge de faire l'évaluation, d'évaluer votre profil, de savoir si vraiment vous êtes dans les dispositions de faire l'informatique. Sinon, il y aura peut-être d'autres programmes qui vous seront proposés. Donc, chaque personne, quand même, a a son propre profil. Donc, je, Bassirou Hussein, donc, je voulais savoir s'il y a des établissements donc, dans les ingénieurs des eaux et forêts. Donc, cela dépendra du pays. Donc, il faudra peut-être préciser le pays où que vous voulez faire référence. Donc, Oui, je Monsieur pense Gay, obtenir. Mhm. peut-être deux dernières questions. Après, on va essayer de poursuivre parce que je pense que, à la vue qu'ils sont nombreux, je pense que tout le monde ne pourra pas avoir la réponse sur son cas de manière spécifique, mais on va peut-être leur montrer comment ils pourront donc avoir ces réponses-là. Peut-être deux dernières questions, on va poursuivre. D'accord. Donc, je vais choisir.
peut-être deux questions pertinentes parce que pour la plupart des questions que je suis en train de voir, les réponses ont été déjà données. Donc, ok. Donc, un instant, je suis en train de regarder. Ok, donc pour Diallo, est-ce que nous pouvons avoir une liste des pays disponibles actuellement pour les prescriptions? Donc, vous avez la France, le Canada, les États-Unis, l'Inde, la Turquie, l'Angleterre aussi. Donc, si vous savez dans quel pays vous voulez aller, donc vous pouvez juste joindre un de nos agents sur WhatsApp et le nécessaire sera fait. Donc, la dernière question. Ok. Donc, pour la master, on a besoin exactement. Hmm. Bon, peut-être ça, la dernière question. Donc, si on a terminé notre Master 2 en réseau télécom, est-ce qu'on a la possibilité d'avoir notre premier emploi au Canada? Si vous, bien sûr, si vous terminez votre Master 2 au Canada, vous avez la possibilité d'y travailler. Donc, ce webinaire, quand même, est un webinaire pour les études, pas pour le travail. Donc, si, comme l'a dit M. Jawara tout à l'heure, si vous avez votre diplôme au Canada, il y a pas mal de possibilités qui se présenteront à vous pour que vous puissiez faire une demande de changement de statut pour ensuite être dans les dispositions de travailler. Donc, M. Jawara, vous pouvez reprendre la main pour, à la fin de la présentation, revenir sur d'autres questions. Effectivement, Merci. donc ce que je voulais simplement énoncer, c'est que, étant donné que chacun a certainement un cas particulier, donc le cas qui le concerne de manière particulière, donc je pense que la solution la plus simple, ce que vous allez faire, c'est si après ce webinaire-là, vous n'avez pas eu de réponse là directement sur le webinaire, ce qu'il faudrait faire, c'est simplement contacter les numéros qui vous ont, n'est-ce pas, envoyé les messages de rappel d'entretien. Donc, ces numéros-là, vous pourrez les contacter donc sur WhatsApp et ils pourront vous donner donc des réponses par rapport à vos questions. Je pense que chacun d'entre vous a soit reçu un mail, voilà, donc, ou bien un message qui rappelle le rendez-vous. Donc, pour ceux qui n'ont pas reçu de numéro, donc si vous avez de quoi noter, je vous passe le numéro. Donc, si vous avez de quoi noter à l'instant, peut-être je vais le mettre aussi au niveau du chat. Voilà, ça vous permettra donc de pouvoir y poser vos questions lorsque vous en aurez. Un instant. Voilà, donc je suis en train de mettre tout au bas donc le numéro de téléphone pour ceux qui n'ont pas reçu de message via WhatsApp. Voilà, c'est le plus 221 76 335 03 97. Donc plus 221 76 335 03 97. Voilà, certains peut-être ont déjà reçu un message avec ce numéro, mais ceux qui n'ont pas reçu de message et qui sont venus par l'intermédiaire donc des messages envoyés par email, vous pouvez joindre le plus 221, le 76 335 03 97 et poser vos questions. Pour ceux-là qui ont reçu les messages de mes collègues également, vous pouvez directement continuer avec eux via WhatsApp. Voilà, donc on va essayer de continuer la présentation un instant. J'arrive pas à envoyer le message. OK, c'est bon. OK, donc un instant. On va passer au second diapo, donc rapidement. Voilà, donc ici on a donc la phase qui concerne donc pour le numéro, on y reviendra, donc je vais revenir encore sur le numéro. Pour ceux qui ont les mains levées, vous pouvez poser les questions au niveau du chat. Donc, combien payer par an? Donc, si vous vous rappelez, je vous disais,
tout au long de la présentation qu'on va revenir sur les montants, combien il faut payer par an, combien il faut débourser par an. On va maintenant voir donc en termes de coût d'études combien vous devez payer par an. Donc en tout cas, le minimum que vous devez prévoir par an en termes de coût d'études et en termes de coût de vie. Excusez-moi, un instant. Voilà, donc j'ai reçu donc voilà un instant. Voilà combien payer par an, c'est là, c'est ce qu'on va voir maintenant. Donc un instant. Voilà, ici vous avez donc les frais de scolarité. Donc, combien payer par an? Vous avez donc les coûts en termes de minimum. Donc vraiment, c'est le minimum parce qu'on ne peut pas donner un montant exact tant qu'on ne sait pas ce que vous voulez étudier et où est-ce que vous voulez étudier et quelle formation vous voulez suivre. Donc on ne peut pas vous donner un coût exact. Donc ce qui fait qu'on on ne peut que vous donner le minimum donc il faut prévoir en termes de coûts de scolarité. Le minimum, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avec ce montant minimum-là, vous pouvez avoir une université. Mais est-ce que l'université-là, ma formation vaut ce minimum-là ou pas? Donc, c'est ça, c'est la grande question. Mais avec ce minimum-là, quand même, c'est possible de trouver des écoles de formation. Donc, aux États-Unis, le minimum à prévoir par an, c'est à peu près 7 500 $ américains. Donc, 7 500 $. Bon, pourquoi on donne déjà les valeurs en dollars américains? C'est parce qu'il y a beaucoup d'étudiants, vous êtes près d'une centaine et tout le monde n'utilise pas, par exemple, le franc CFA, qui est la monnaie la plus connue en Afrique. Donc, ce qui veut dire qu'on va donner les montants en dollars et peut-être en francs CFA, mais pour ceux qui n'utilisent pas aussi le franc CFA et qui ont d'autres monnaies dans leur pays, il faudrait se baser sur le dollar pour pouvoir convertir donc la monnaie selon donc ce que vous utilisez dans votre pays. Donc aux États-Unis, vous avez donc des formations minimum à 7 500 $ américains. Donc c'est l'équivalent à peu près de 3,5 millions minimum par an aux États-Unis. Donc 7 500 $ américains. Au Canada, vous avez des formations à 10 000 $ canadiens minimum par an. Donc, 10 000 $ canadiens minimum par an, c'est l'équivalent à peu près donc, de 4 à 5 millions minimum. Donc, 4 à 5 millions minimum pour les coûts donc, d'études au Canada. C'est 10 000 $. Donc, je répète, pour ceux qui n'utilisent pas le franc CFA, essayez de retenir le dollar et convertissez donc pour pouvoir avoir le moyen exact. Donc, ici en France, vous avez donc les coûts minimum donc, de 7 000 €. Donc, toujours est-il que je vais préciser que les 7 000 € ici, c'est en ce qui concerne bien évidemment la plupart du temps les universités privées donc pour la France. Parce qu'actuellement, les universités publiques sont bouclées. Donc, il n'y a plus possibilité de faire les universités publiques, sauf peut-être pour certains pays bien, c'est très minime. Donc, certains pays encore, c'est possible, mais la plupart des pays d'Afrique francophone, il n'y a plus possibilité d'intégrer les universités publiques pour les prochaines sessions parce que Campus France est déjà bouclé. Donc, en termes de coûts de scolarité en France, on est dans les 7 000 €, qui est l'équivalent de 4 à 5 millions minimum, comme le Canada. En Inde, donc, les frais de scolarité, c'est 2 500 $ minimum par an. Donc, 2 500 $ minimum par an, c'est l'équivalent de 1 à 2 millions minimum. 1 à 2 millions minimum en termes de coûts de scolarité par an. Et c'est pareil pour la Turquie, 2 500 $ américains, qui est l'équivalent de 1 à 2 millions minimum par an. Maintenant, comme je l'ai dit, vous avez la possibilité, donc, une fois que vous arrivez, de vous arranger avec l'école pour savoir comment payer la scolarité. Et voilà, aussi, si l'école décide de vous octroyer des bourses, donc vous aurez des réductions, etc., etc., etc. Donc, ici, nous avons par exemple le cas de l'Inde. Donc, ça, c'est une petite parenthèse. Au niveau donc de l'université, donc on est en partenariat en Inde, donc il y a déjà des bourses qui sont offertes donc de manière automatique. Donc lorsque l'étudiant joint l'université, donc ces bourses-là sont affectées au niveau des frais de scolarité. Donc ça veut dire au lieu de payer 2 500 $ par rapport à la bourse qui vous a été octroyée, vous allez obtenir donc une réduction qui vous donnera donc le prix de scolarité définitif donc que vous devrez payer donc au niveau de l'Inde une fois sur place. Donc, les autres pays, évidemment, il y a des bourses, mais voilà, ce n'est pas forcément automatique parce qu'il y a des critères donc, pour
pour avoir ces bourses-là, mais on reviendra sur ça donc un peu plus bas dans la présentation. Voilà, donc par rapport au taux de bourse que vous avez eu, le pourcentage, si c'est une bourse de 50%, vous aurez une 50% de réduction sur la scolarité, 60%, 40%, donc ça dépend vraiment et surtout de vos capacités, donc de vos performances académiques, autant pour moi, mais on va y revenir. Voilà, donc en gros, c'est ça. Donc, même si vous pouvez en faire des captures d'écran, c'est possible. Mais pour ceux qui n'ont pas également la possibilité de faire cela, rejoignez-nous simplement sur WhatsApp. On pourra vous assister et vous redonner donc ces montants-là si vous en avez besoin. Donc, on va voir le slide suivant. Donc, c'est en ce qui concerne donc les coûts de vie. Donc, on a parlé des coûts de scolarité. Maintenant, si je vis au Canada, la vie, elle est comment au Canada? Donc, combien je dois prévoir par an donc, pour pouvoir vivre au Canada, pour pouvoir vivre aux États-Unis, par exemple. Donc, au Canada, vous avez un coût de vie donc, qui est égal à 1200 dollars canadiens, 12 000 dollars canadiens, excusez-moi. Donc, 12 000 dollars canadiens, c'est le coût de vie pour le Canada. Les États-Unis, c'est 10 000 dollars américains. Au niveau de l'Inde, c'est 2100 dollars, donc le coût de vie, donc à peu près 1 million, donc le coût de vie par an. La France, c'est 7500 euros, donc généralement 4 à 5 millions minimum par an. En Turquie également 1 à 2 millions minimum. Aux États-Unis, 3 à 4 millions. Donc, c'est quoi le coût de vie? Donc, rassurez-vous, les coûts de scolarité qu'on a vus tout à l'heure, ça, vous allez les payer à l'école. Donc ça, c'est un montant qu'il faut payer, peu importe le type de paiement, que ce soit par tranche ou bien par semestre. Voilà, je sais pas, ça dépend du moyen que vous allez trouver, le moyen d'arrangement que vous allez trouver avec l'école. Mais le coût de vie, ce n'est pas de l'argent qu'on paye. Donc ça veut dire ce que vous voyez ici, 10 000 dollars pour les États-Unis ou bien 12 000 dollars pour le Canada, ce n'est pas de l'argent que vous allez prendre et donner à quelqu'un. Donc en fait, on a estimé en quelque sorte à quoi vous devez vous attendre lorsque vous arrivez dans le Canada pour le logement, la restauration et autres dépenses. Donc, que ce soit donc vos loisirs, etc. Donc, à combien il faut se préparer par an pour pouvoir donc être dans les standards. Donc, dans vos pays d'origine, vous savez que pour avoir un appartement de une chambre, douche, etc., il faut débourser tant, 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 tant. Donc, si vous arrivez au Canada également, c'est la même chose. Donc, ça, ce qui entre dans le coût de vie. Donc, avec 12 000 dollars canadiens, vous pouvez faire une année donc au Canada, donc dans vos dépenses, etc., sans avoir de soucis. C'est le cas pour l'Inde avec 2100 dollars, etc., etc. Donc, c'est simplement ça le coût de vie. Donc, ne vous dites pas que c'est de l'argent qu'on va donner à quelqu'un. Donc, 12 000 dollars canadiens ici, vous ne donnez à personne. Donc, c'est l'estimation du coût de vie. 10 000 dollars, la même chose également. Voilà, donc je pense que c'est peut-être la dernière étape du webinaire. Donc, la dernière partie du webinaire, c'est en ce qui concerne, n'est-ce pas, les bourses. Donc, est-ce qu'il y a des possibilités donc d'avoir des bourses? En toute honnêteté, oui. Donc, c'est possible d'avoir des bourses. Donc, je ne vais pas égal. Je vous ai dit plus tôt dans la présentation que ce serait une erreur de vous baser que sur les bourses. Donc, de n'espérer qu'avoir une bourse pour pouvoir donc vivre donc aux États-Unis ou au Canada, etc. Donc, c'est vrai qu'il y a des bourses, mais comme je l'ai dit, il faut avoir un soutien sur lequel rebondir lorsque vous n'avez pas la bourse en question. Maintenant, les bourses aussi, ce n'est pas automatique partout. Donc, il y a des pays il y a des universités qui ont instauré un système de bourse sur la scolarité. Ça va de soi. Mais il y a également des pays où pour avoir une bourse, il faut vraiment mériter cela. Donc, le mérite, c'est en fonction de quoi? De vos performances académiques. Donc, il faut être un étudiant performant. Donc, il faut avoir de bonnes notes au niveau donc, de la formation d'études, au niveau de l'université choisie pour que les universités vous voient donc en sérieux candidat donc pour les bourses. Donc, ce n'est pas parce que vous êtes arrivé aujourd'hui, on va vous donner une bourse, etc. Donc, il faut prouver que vous méritez d'avoir une bourse. Donc, il faut être performant sur le plan académique. Et aussi, généralement, on ne va pas vous juger sur seulement la première année. Donc, c'est-à-dire, lorsque vous arrivez, il faut faire une première année. Bon, je voulais dire avant la première année, mais il faut généralement faire une année complète. Donc, lorsque vous faites une année d'études complète,
l'école, le service de l'administration remarque que voilà, tel étudiant X, etc., a de bonnes performances académiques, donc voilà, c'est un sérieux prétendant donc à la bourse, etc. Oui, là, vous pouvez bénéficier d'une bourse, ça va de soi. Donc, ça veut dire que vous avez en quelque sorte le destin de votre bourse entre votre mains. Donc, ça veut dire que tant que vous êtes performant, vous êtes sûr de tomber sur des opportunités de bourse. Donc, ça va de soi. Si vous avez donc de bonnes performances, il y a deux choses positives qui peuvent vous arriver. Vous allez avoir la bourse, ça c'est positif. Donc, au cas où vous n'avez pas la bourse également, le montant que vous payez, donc vous validez vos semestres aussi, vous validez votre année parce que vous êtes performant, donc vous n'êtes pas venu pour vous amuser dans le pays en question. Donc ça aussi, donc vous ne perdez rien en étant performant sur le plan académique. Donc, soit vous allez avoir des avantages, par exemple la bourse, soit vous allez simplement réussir votre année académique, raison pour laquelle vous êtes allé dans le pays. Donc, c'est que du positif. Et également, c'est des sélections aussi. Donc voilà, vous pouvez être plusieurs étudiants au niveau donc de l'école ou bien de votre formation. Par exemple, en informatique, dans votre salle, il y a plusieurs étudiants qui peuvent être performants comme vous. Donc voilà, maintenant là, l'école n'a d'autre choix que de faire des sélections. Donc en gros aussi, c'est de la chance aussi. Donc la chance, il y a ça partout. Donc vous êtes performant, mais est-ce que voilà, vous êtes performant à tel point que vous méritez plus que quelqu'un qui a par exemple les mêmes performances que vous, voilà, simplement parce que voilà, vous êtes X ou Y, etc. Donc il y a aussi des sélections qui sont faites au niveau des universités pour permettre donc aux étudiants d'avoir les bourses en question. Mais toujours est-il que déjà quand on sait qu'il ne faut pas compter sur une bourse donc à 100%, ça veut dire que l'option de bourse, on le prend simplement voilà, comme pour, disons, un objectif qu'on veut atteindre en étant performant. Donc voilà, mes parents vont s'occuper de mes études, etc. Mais j'ai décidé d'être performant sur le plan académique et je veux bénéficier d'une bourse. Si je ne bénéficie pas d'une bourse également, je valide mon année tranquillement parce que j'ai été performant et donc mes parents n'ont pas dépensé de l'argent cadeau. Voilà, donc j'ai parfaitement justifié donc les dépenses de mes parents. Donc en gros, c'était ça par rapport à la présentation. Donc, je pense qu'on a fait le tour quand même. Maintenant, voilà, donc, voilà, il y a un de mes, il y a notre supérieur, donc au niveau de Dakar, voilà, de Dakar également, un collègue de Dakar qui a mis au niveau donc de la bulle de discussion, donc le chat tout en bas de votre application, il a mis l'adresse donc de Dakar, etc. Donc il l'a mis, etc. Pour ceux qui veulent passer au bureau, c'est une possibilité. Donc vous avez la possibilité de passer au niveau de VCA Group. Donc on pourra également vous accueillir ici donc au bureau. Donc si vous souhaitez passer, pour ceux qui ont des proches. Donc, notre bureau de Dakar se trouve à Yoff, donc pour ceux qui connaissent Dakar, donc ça se trouve à la cité Djilimbaye, donc non loin du cimetière musulman de Yoff, donc plus précisément en face du cimetière musulman de Yoff. Donc, vous pouvez nous contacter du lundi au vendredi, donc de 8h30 GMT à 16h30 GMT. Donc, 8h30 GMT, donc bon, faut prendre en compte l'heure de chez vous aussi pour ne pas vous tromper sur les horaires. Donc, sur les numéros, donc, vous pouvez noter les numéros. Vous avez le plus 221. Donc, peut-être si vous avez de quoi noter sur le moment, le plus 221, le 76 335 03 97. Plus 221 76 335 03 97. Ou encore le 77 697 99 77 679 99 50. 77 697, donc plus 221 toujours au début parce que c'est le Sénégal, plus 221 77 679 99 50, ou encore le plus 221 78 522 03 34. Donc plus 221 78 522 03 34. Et pour terminer, le plus 221 de 771 78 771 78 01 19. 771 78 01 19. Et sur la plateforme, vous avez aussi la possibilité d'avoir le numéro donc, du bureau des États-Unis aussi au niveau donc, de notre site internet www.vcagroup.com. Comme je vous l'ai dit, le bureau principal se trouve au niveau des États-Unis. Vous aurez également la possibilité d'avoir le numéro donc, des agents qui sont au niveau des États-Unis pour ceux qui ont de la famille, par exemple, aux États-Unis, qui aimeraient entrer en contact directement avec notre bureau qui s'y trouve.
Voilà, donc c'était à peu près ça qu'il fallait signifier donc en termes de petite conclusion avant peut-être de donner la parole à Monsieur Gay si vous avez quelque chose à ajouter avant de pouvoir fermer la présentation et remercier les participants. Voilà, donc merci encore, Monsieur Diawara. Je pense que la présentation a été vraiment limpide. Donc, la plupart des questions reviennent autour des bourses. Donc, comme l'a dit M. Diawara, donc, il faut d'abord faire une année à l'étranger, donc démontrer que vous avez euh, d'excellentes preuves pour être éligible en fait sur ces bourses. Donc, il y a une question de DERA qui demande quand même si elle a la possibilité de faire la médecine en Turquie, bien sûr. Vous pouvez reprendre si l'école juge que c'est la première année que vous avez déjà fait au Burkina n'est pas compatible avec ce qu'il offre. Donc, sinon, si l'école juge que cette première année est bien prenable, vous allez juste continuer pour la deuxième année. Donc, ça, c'est pour DERA du moins. Donc, pour Ibrahim Balde qui demandait une question sur les délais de réponse. Donc, cela dépendra quand même de l'université. Donc, on travaille avec pas mal d'universités. Il y a des universités où on peut avoir la réponse dans une semaine. Il y en a dans quelques jours. Il y en a jusqu'à des semaines, en fait. Donc, 2, 3, 4 semaines. Donc, cela dépendra. Donc, comme l'a dit M. Diawara, si vous avez des préoccupations, vous avez des questions, n'hésitez pas à me joindre sur WhatsApp. Donc, il y a tous les numéros des collègues qui sont déjà dans la barre des chats. Vous pouvez faire une capture d'écran, avoir cela. Donc, cela dépendra de vous. Vous pouvez joindre n'importe quel agent. Vous allez avoir toutes les réponses. Donc, pour les démarches du Canada, de la part de Jakite, joignez-nous sur WhatsApp. Vous allez avoir toutes les réponses. Donc, je pense qu'on a fait le tour du nécessaire. Donc, le webinaire, quand même, avait pour but de vous assister, de vous donner toutes les informations nécessaires à la préparation financière, donc les différences du privé et public, entre autres. Donc, M. Diawara a eu à faire le nécessaire, bien sûr. De ma part aussi, j'ai eu à répondre à certaines questions. Donc, je vous remercie, bien sûr, pour votre présence. Donc, M. Diawara, je pense que vous pouvez reprendre la parole et quand même donner le mot de fin. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Gay. Donc, je tenais à vous remercier pour votre présence. Voilà, donc, je tiens à rappeler à ceux qui sont là que Monsieur Gay, c'est euh, voilà, le chef de l'équipe de documentation de VCA Group. Donc, VCA Group est sectionné. Donc, il y a ceux qui se chargent des études, il y a ceux qui se chargent d'autres voyages. Au niveau des études également, il y a ceux qui sont chargés de la relation clientèle. Donc, Monsieur Gay est le chef donc, de la documentation. C'est eux qui traitent donc tout ce qu'il y a à traiter comme document donc, au niveau des universités, au niveau donc, des ambassades. Voilà, donc c'était vraiment un plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui. Euh, voilà, pour les autres également, les participants, vraiment, merci vraiment d'avoir répondu à notre invitation. Donc, ce fut vraiment un plaisir d'avoir communiqué avec vous. Donc, c'est très important pour nous de pouvoir donc, garder donc, cette relation avec les prospects donc, qui nous ont peut-être visités dans le passé, qui n'ont pas peut-être, qui ne se sont pas peut-être décidés sur le projet d'études, etc. Donc, c'est très important pour nous d'être là, pas seulement lorsque vous commencez les procédures, mais également lorsque vous avez besoin d'informations claires, c'est-à-dire lorsque vous ne savez pas comment vous situer, vous avez besoin de voilà d'avis de ceux qui s'y connaissent donc pour vous aider. Donc c'est très important pour nous d'être là à ce niveau. Et voilà, nous n'hésiterons toujours pas à être là. Donc si vous avez des questions, des préoccupations, même après ce webinaire un autre jour,
contactez-nous simplement sur nos numéros et on se fera un plaisir donc de vous aider à répondre donc à vos préoccupations. Donc voilà, s'il faut faire des petites recherches afin donc de vous aider également, c'est une possibilité. Vraiment, merci d'avoir répondu présent au webinaire et on espère vraiment que vous avez pu obtenir le maximum d'informations et que voilà, vous allez en discuter avec vos parents et on espère vous retrouver très bientôt. Et aussi, pour ceux qui sont les webinaires, généralement, on a au moins 2 webinaires dans le mois. Donc ça, c'est le deuxième du mois. Donc, je pense que le prochain, il sera en janvier. Donc, le prochain webinaire sera en janvier. Donc, pour aborder également d'autres thèmes, plusieurs thématiques sont abordées. Voilà, pour ceux-là qui sont toujours intéressés, vous allez certainement recevoir des mails, etc. et tout ça pour vous inviter donc dans les webinaires et tout. Et pour ceux qui avaient besoin de quelques informations, le petit déclic, comme on dit, pour pouvoir entamer les démarches, je pense que vous avez peut-être obtenu ce déclic-là. Maintenant, nous restons là à votre écoute. Si vous souhaitez débuter les procédures, nous serons ravis donc de vous assister. Vraiment, merci beaucoup à tous d'avoir assisté à la présentation et je vous souhaite à tous de bien vous porter, donc de passer une excellente fin de journée et voilà, rester en bonne santé ainsi que vos proches. Et merci et à très bientôt.